Le monde moderne nous vend la vitesse comme une vertu. Devenir riche vite, réussir vite, prouver vite. On nous fait croire que l'argent est une porte magique vers la liberté immédiate. Mais la véritable richesse refuse la précipitation. Elle ne se donne pas à ceux qui courent. Elle se révèle à ceux qui se transforment. Et si la richesse n'était pas une récompense, mais un test de patience, de solidité intérieure, de vision à long terme. Sur cette chaîne, nous explorons les livres puissants et oubliés qui ne promettent pas la facilité, mais enseignent la construction lente d'une richesse durable. On ne reçoit jamais plus que ce que l'on est capable de porter. Cette phrase dérange, car elle renverse l'idée que l'argent serait simplement une question d'opportunité ou de chance. La vérité est plus exigeante. La richesse n'est pas d'abord une acquisition extérieure, elle est une expansion intérieure. L'argent ne transforme pas un individu. Il amplifie ce qu'il est déjà. Il révèle les failles comme il révèle la force. Si la structure intérieure est fragile, l'abondance devient un poids. Si elle est solide, l'abondance devient un levier. Le manque, lui aussi, est un révélateur. Il expose nos peurs, nos réactions impulsives, nos dépendances invisibles. Il met en lumière la relation intime que nous entretenons avec la valeur, la sécurité et le contrôle. Beaucoup pensent que leur vie changera le jour où leur compte bancaire changera. Pourtant, si l'identité reste la même, les résultats finissent par revenir au point de départ. La richesse durable exige une cohérence entre ce que l'on possède et ce que l'on est devenu. Il existe une solidité invisible que personne ne voit, la maîtrise émotionnelle face aux pertes, la patience face aux délais, la discipline face aux tentations immédiates. Cette solidité ne s'achète pas. Elle se forge. Elle se construit dans le silence, dans les choix quotidiens, dans la capacité à rester stable quand l'environnement est instable. Sans elle, l'argent devient une source d'angoisse plutôt qu'un instrument de liberté. La véritable transformation identitaire consiste à devenir une personne capable de gérer plus de responsabilités, plus de décisions, plus de pression. La richesse n'est pas simplement une accumulation, c'est une élévation du seuil de tolérance. Elle demande une vision plus large que le présent et une maturité supérieure à l'excitation du gain rapide. Ainsi, la question n'est plus « comment obtenir plus d'argent ?» La question devient « qui dois-je devenir pour que la richesse puisse rester ?» Lorsque l'identité évolue, l'extérieur suit. Lorsque l'intérieur s'élargit, les opportunités trouvent un espace pour s'installer. La richesse véritable commence toujours par une transformation que personne ne voit, mais que tout finit par refléter. La guerre invisible. Rareté contre abondance. Il existe une guerre silencieuse que presque personne ne voit, et pourtant elle décide du destin financier, émotionnel et spirituel de millions d'individus. Cette guerre ne se déroule ni dans les banques, ni dans les marchés financiers. Elle se déroule dans l'interprétation intime des événements. Avant même que l'argent entre ou sorte de votre vie, une bataille s'engage entre deux forces invisibles, la rareté et l'abondance. Et cette bataille commence bien avant la première entreprise, bien avant le premier salaire, bien avant la première opportunité. Elle commence dans la manière dont vous percevez ce qui vous arrive. La pauvreté ne débute pas dans un portefeuille vide. Elle débute dans une interprétation restrictive du monde. Deux personnes peuvent vivre la même situation, une perte d'emploi, un refus, une difficulté financière. L'une y voit une confirmation qu'il n'y a pas assez,
et que la vie est dure, injuste, fermée. L'autre y voit une transition, une redirection, parfois même une préparation à quelque chose de plus vaste. L'événement est identique. L'interprétation change tout. C'est ici que la guerre invisible prend racine. La mentalité de pénurie ne signifie pas simplement manquer d'argent. Elle signifie croire profondément que les ressources sont limitées, que les opportunités sont rares, que le succès des autres réduit vos propres chances. Cette vision installe une tension constante. Elle pousse à la compétition excessive, à la comparaison permanente, à la jalousie silencieuse. Elle fait voir le monde comme un gâteau trop petit pour tout le monde. Dans cet état, chaque réussite extérieure devient une menace. Chaque échec personnel devient une condamnation. La peur de manquer devient alors un moteur puissant, mais destructeur. Elle influence les décisions sans que l'on s'en rende compte. On refuse d'investir par peur de perdre. On accepte des situations médiocres par peur de ne rien trouver de mieux. On conserve des relations toxiques par peur de la solitude. La peur de manquer ne concerne pas seulement l'argent. Elle touche le temps, l'amour, les opportunités, la reconnaissance. Elle crée une contraction intérieure. Et un esprit contracté ne peut pas accueillir l'expansion. Ce qui rend cette guerre encore plus complexe, c'est qu'elle est souvent héritée. Le conditionnement familial joue un rôle immense dans la perception de la richesse. Les phrases entendues dans l'enfance s'installent profondément. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont malhonnêtes. Nous ne sommes pas faits pour ça. Ces croyances ne sont pas de simples mots. Elles deviennent des filtres à travers lesquels chaque expérience est interprétée. Même adulte, même conscient, on peut continuer à agir selon des scripts invisibles appris très tôt. La comparaison sociale renforce cette mentalité de rareté. Les réseaux sociaux, les environnements compétitifs, les discussions centrées sur le statut créent une illusion constante de retard. On mesure sa valeur à travers ce que les autres montrent. Mais la comparaison est un jeu sans fin. Il y aura toujours quelqu'un de plus avancé, de plus riche, de plus visible. Lorsque l'on vit dans la comparaison, on ne construit pas. On réagit. On poursuit des symboles au lieu de développer une structure intérieure solide. L'abondance, au contraire, commence dans une interprétation différente. Elle ne nie pas les difficultés. Elle ne prétend pas que tout est facile. Elle choisit simplement de voir les événements comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des verdicts définitifs. L'abondance est une posture intérieure qui considère que la valeur peut être créée, que les compétences peuvent être développées, que les ressources peuvent être générées. Elle ne dépend pas de ce que l'on possède aujourd'hui, mais de ce que l'on croit possible demain. Cette posture change les décisions quotidiennes. Une personne ancrée dans l'abondance investit dans son apprentissage même si les résultats ne sont pas immédiats. Elle ose essayer même si l'échec est possible. Elle voit dans le succès des autres une preuve que c'est faisable, pas une menace. Elle comprend que la richesse n'est pas seulement un montant, mais un flux qui circule vers ceux qui créent de la valeur. Il est important de comprendre que la rareté et l'abondance ne sont pas des slogans positifs ou négatifs. Ce sont des structures mentales. La rareté focalise sur ce qui manque. L'abondance focalise sur ce qui peut être construit. La rareté se demande « et si je perds ?» L'abondance se demande « et si j'apprends ?» Cette différence subtile transforme les trajectoires sur plusieurs années. Changer son regard ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie refuser d'interpréter chaque difficulté comme une preuve d'incapacité. Cela signifie accepter que les circonstances actuelles
ne définissent pas l'identité future. Lorsque l'on modifie l'interprétation, on modifie les émotions. Lorsque les émotions changent, les décisions changent. Lorsque les décisions changent, les résultats finissent par changer. Le futur n'est pas uniquement construit par les actions visibles, mais par les perceptions invisibles qui les précèdent. La guerre invisible exige donc une vigilance constante. Chaque pensée liée au manque peut être questionnée. Chaque comparaison peut être arrêtée. Chaque croyance héritée peut être examinée. Ce travail intérieur est silencieux. Il ne produit pas de gratification immédiate, mais il transforme la fondation sur laquelle repose toute ambition. Il arrive un moment où l'on réalise que la véritable liberté financière commence par la liberté mentale. Tant que l'on croit que les opportunités sont rares, on agit dans la peur. Tant que l'on croit que le succès des autres diminue le nôtre, on reste dans la compétition défensive. Tant que l'on croit que l'on n'est pas fait pour ça, on s'auto-limite. L'abondance n'est pas une promesse mystique. C'est une décision répétée d'interpréter différemment. Cette guerre invisible n'est jamais totalement gagnée. Elle se rejoue à chaque épreuve, à chaque comparaison, à chaque période d'incertitude. Mais plus on choisit consciemment l'abondance, plus la structure intérieure se renforce. Et plus cette structure se renforce, plus les opportunités trouvent un terrain stable pour s'installer. Changer le regard, c'est déjà changer le futur, car le futur n'est rien d'autre que l'accumulation de décisions prises à partir d'interprétations répétées. Si l'interprétation évolue, la direction évolue. La richesse commence ici, dans cet espace discret où l'on choisit de voir le monde non comme un lieu de pénurie à défendre, mais comme un champ de création à explorer. La solitude du futur riche. Il existe une phase dont presque personne ne parle lorsque l'on évoque la réussite financière. Une période silencieuse, inconfortable, presque invisible, où l'on marche seul, sans preuve extérieure, que l'on avance dans la bonne direction. Cette étape précède souvent l'élévation. Elle est discrète, exigeante et parfois douloureuse. La richesse isole avant d'élever. Non pas parce que l'abondance éloigne nécessairement les autres, mais parce que la transformation intérieure qui la précède modifie profondément les priorités, les conversations, les habitudes et parfois même les relations. Lorsqu'une personne commence à penser différemment, à viser plus haut, à structurer sa vie autour d'une vision à long terme, elle entre dans un territoire que peu de gens de son entourage comprennent immédiatement. Les discussions qui autrefois semblaient naturelles deviennent superficielles. Les distractions perdent leur attrait. Les habitudes collectives ne correspondent plus aux nouvelles ambitions. Ce décalage crée une distance, et cette distance peut être interprétée comme de l'arrogance, du rejet ou de l'ingratitude. Pourtant, il ne s'agit souvent que d'un changement de cap intérieur. L'incompréhension de l'entourage est l'une des premières épreuves. Lorsque vous décidez d'investir votre temps dans un projet dont les résultats ne seront visibles que dans plusieurs années, il est difficile pour ceux qui vivent dans l'instant de percevoir la logique de vos choix. Ils voient l'absence de résultats immédiats. Ils voient les sacrifices. Ils voient les refus d'invitation, les heures tardives de travail, les dépenses mesurées, les priorités différentes. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la vision intérieure qui guide ces décisions. Cette incompréhension peut prendre des formes subtiles, des remarques anodines, des doutes déguisés en conseils, des comparaisons avec des trajectoires plus stables. On vous suggère de sécuriser, de ralentir, de faire comme tout le monde. On vous rappelle les risques.
rarement par malveillance, souvent par peur. Mais la peur des autres peut devenir un poids si l'on n'est pas solidement ancré dans sa propre conviction. La solitude du futur riche ne signifie pas absence totale de soutien. Elle signifie que, même entouré, on peut se sentir seul dans sa vision, car personne ne voit exactement ce que vous voyez. Personne ne ressent l'appel intérieur qui vous pousse à continuer lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est une solitude liée à la responsabilité. Vous devenez le seul garant de votre trajectoire. Les sacrifices invisibles font partie intégrante de cette période. On parle souvent des succès visibles, rarement des renoncements silencieux. Renoncer à certaines dépenses immédiates pour investir. Renoncer à des plaisirs courts pour construire une stabilité longue. Renoncer à la validation rapide pour préserver une vision profonde. Ces choix ne sont pas spectaculaires. Ils ne suscitent pas d'applaudissements. Ils se vivent dans le silence. Il y a des soirées où l'on travaille pendant que d'autres se divertissent. Des matins où l'on doute pendant que d'autres dorment encore. Des moments où l'on se demande si l'effort en vaut la peine. Car il existe une phase particulièrement délicate, celle où rien ne prouve que vous avez raison. Les résultats ne sont pas encore là. Les revenus ne reflètent pas encore les efforts. Les signes extérieurs de progression sont minimes. Tout repose sur la foi en votre propre jugement. Cette période est un test de solidité intérieure. Elle révèle si votre ambition dépend de l'approbation ou de la conviction. Si vous avez besoin que l'on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, la solitude deviendra lourde. Si votre motivation repose uniquement sur la reconnaissance future, l'absence de validation présente vous fragilisera. Mais si votre vision est suffisamment claire, vous apprendrez à avancer même sans applaudissements. Marcher seul ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie accepter que certains chemins ne peuvent pas être compris par tous. La capacité à marcher seul est une compétence rare. Elle demande de supporter le doute sans s'effondrer. Elle demande de continuer malgré l'absence de preuves immédiates. Elle demande d'écouter sa propre voix au milieu du bruit extérieur. Il est important de comprendre que cette solitude n'est pas une punition. Elle est une transition. Lorsque l'on change de niveau de conscience, on traverse temporairement un espace où les repères anciens ne correspondent plus et où les nouveaux ne sont pas encore stabilisés. C'est une zone intermédiaire, un pont entre deux identités. Beaucoup abandonnent à cet endroit précis, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne supportent pas l'isolement temporaire. Ils préfèrent revenir à un environnement où ils sont compris, même si cela signifie réduire leur ambition. La pression sociale est puissante. L'être humain cherche naturellement l'appartenance. S'écarter du groupe demande une force particulière. Cette force ne se manifeste pas par l'orgueil ou le mépris. Elle se manifeste par la discipline tranquille, par la constance, par la capacité à continuer lorsque l'émotion fluctue. Le futur riche apprend à se détacher progressivement du besoin d'être validé à chaque étape. Il développe une stabilité qui ne dépend pas des réactions extérieures. Il découvre également que la solitude peut devenir un espace fertile. C'est dans le silence que les idées mûrissent. C'est dans l'isolement relatif que la concentration se renforce. C'est loin du bruit que la stratégie se clarifie. Beaucoup de grandes transformations personnelles naissent dans des périodes où peu de gens observent. La solitude révèle aussi les failles intérieures. Sans distraction constante, on se confronte à ses peurs, à ses insécurités, à ses doutes. Ce face-à-face peut être inconfortable, mais il est essentiel.
car la richesse durable ne repose pas uniquement sur des compétences techniques. Elle repose sur une stabilité émotionnelle. Si l'on ne peut pas supporter quelques années de solitude stratégique, comment supporterait-on la pression d'une responsabilité financière importante? Il arrive un moment où les premiers signes de progression apparaissent. Pas forcément spectaculaires, mais suffisants pour confirmer que le chemin était cohérent. À ce stade, la solitude commence à se transformer. Ceux qui doutaient observent différemment. Ceux qui questionnaient comprennent progressivement. Mais la véritable transformation ne se situe pas dans leur regard. Elle se situe en vous. Vous avez appris à avancer sans dépendre d'eux. La solitude du futur riche n'est donc pas une malédiction. C'est un filtre. Elle sépare ceux qui poursuivent une illusion rapide de ceux qui construisent patiemment. Elle révèle la profondeur de la motivation. Elle enseigne l'autonomie mentale. Elle renforce la résilience. Avec le temps, on réalise que marcher seul ne signifie pas rester seul éternellement. Cela signifie accepter certaines étapes où l'on est en avance sur son environnement immédiat. Plus tard, de nouvelles alliances se forment, plus alignées avec la vision développée. Mais ces connexions apparaissent souvent après la phase de solitude, pas avant. La capacité à marcher seul devient alors une force permanente. Même entouré, même soutenu, vous savez que vous pouvez compter sur votre propre discipline. Vous savez que votre trajectoire ne dépend pas entièrement des circonstances. Vous savez que l'isolement temporaire ne vous effraie plus. La richesse isole, avant d'élever, parce qu'elle exige une transformation identitaire profonde. Elle demande de devenir quelqu'un capable de supporter l'incertitude, le doute et le silence. Elle demande de développer une colonne vertébrale intérieure solide. Ceux qui traversent cette étape avec patience découvrent que la solitude n'était pas un vide, mais un atelier. Un lieu où s'est forgée la version d'eux-mêmes capable de porter l'abondance future. Et lorsque l'élévation arrive, elle n'est plus vécue comme une surprise. Elle est perçue comme la conséquence logique d'années de marche discrète. La solitude aura alors accompli son rôle, transformer un désir fragile en une conviction inébranlable. La maîtrise du temps, pas de l'argent. Il existe une confusion fondamentale dans l'esprit de ceux qui poursuivent la richesse. Ils croient que l'argent est la ressource principale à accumuler. Pourtant, l'argent n'est qu'un effet secondaire. La ressource véritable, celle qui détermine silencieusement la trajectoire d'une vie entière, c'est le temps. Les pauvres cherchent de l'argent. Les riches protègent leur temps. Cette différence semble subtile, mais elle transforme radicalement les décisions quotidiennes, les priorités, les relations et même l'identité. L'argent peut être perdu, puis regagné. Une opportunité financière peut disparaître, puis réapparaître sous une autre forme. Mais une heure dissipée ne revient jamais. Une année investie dans une direction incohérente ne peut être récupérée. Le temps est la seule ressource absolument non renouvelable. Pourtant, paradoxalement, il est souvent traité avec moins de respect que l'argent. Beaucoup négocient leur temps contre des gratifications immédiates sans mesurer le coût invisible à long terme. Celui qui cherche uniquement de l'argent pose la mauvaise question. Comment puis-je gagner plus rapidement? Celui qui comprend la valeur du temps pose une question différente. Où dois-je investir mes années pour créer un effet cumulatif? Cette nuance change tout. La première logique pousse vers l'urgence, l'opportunisme, parfois l'épuisement. La seconde oriente vers la stratégie, la patience, la construction progressive. La gestion des priorités
devient alors un art central. Chaque journée contient un nombre limité d'heures. Chaque choix implique un renoncement. Dire oui à une activité signifie dire non à une autre. Ceux qui ne maîtrisent pas cette réalité vivent dans la réaction constante. Ils répondent aux urgences des autres, aux notifications, aux demandes immédiates. Leur agenda est rempli, mais leur progression reste floue. Maîtriser son temps commence par une clarification brutale. Tout n'est pas important. Certaines tâches donnent l'illusion d'être productives, mais ne créent aucune valeur durable. D'autres, moins spectaculaires, posent les fondations d'une croissance future. La difficulté réside dans le fait que les activités réellement stratégiques ne produisent pas toujours de récompenses immédiates. Étudier, développer une compétence rare, bâtir une réputation, structurer un projet, ces actions semblent lentes. Pourtant, elles génèrent un effet multiplicateur avec les années. Dire non devient alors une compétence décisive. Non aux distractions déguisées en opportunités. Non aux collaborations mal alignées. Non aux engagements qui consomment de l'énergie sans nourrir la vision. Ce non n'est pas un rejet des autres, il est une protection de l'essentiel. Chaque refus cohérent renforce la clarté intérieure. Chaque oui irréfléchi fragilise la direction. Beaucoup hésitent à dire non par peur de manquer une occasion. Cette peur est souvent liée à une mentalité de rareté. Pourtant, lorsque la vision est claire, on comprend que toutes les opportunités ne méritent pas d'être saisies. Certaines détournent du chemin principal. La maîtrise du temps exige de filtrer avec rigueur. Elle demande d'accepter que l'on ne peut pas tout faire, tout voir, tout expérimenter. La construction sur le long terme distingue profondément ceux qui accumulent temporairement de l'argent de ceux qui bâtissent une richesse durable. Le long terme est inconfortable car il retarde la gratification. Il exige de travailler aujourd'hui pour des résultats visibles dans 5 ou 10 ans. Dans un monde obsédé par l'instantanéité, cette posture paraît presque contre-culturelle. Avoir une vision à 5 ou 10 ans change la nature des décisions présentes. On ne choisit plus une activité uniquement parce qu'elle est rentable aujourd'hui, mais parce qu'elle s'inscrit dans une trajectoire cohérente. On ne développe pas une compétence pour impressionner immédiatement, mais pour renforcer une position stratégique future. Le regard se détache du court terme et embrasse un horizon plus large. Cette vision longue crée une stabilité émotionnelle. Les fluctuations financières temporaires deviennent moins dramatiques. Un mois difficile ne remet pas en question un plan décennal. Un retard n'annule pas une stratégie solide. Lorsque l'on pense à 10 ans, on tolère plus facilement les turbulences de quelques semaines. La maîtrise du temps implique également une relation différente au travail. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler avec intention. L'effort n'est pas mesuré en heures accumulées, mais en valeurs créées. 2 personnes peuvent passer la même durée à travailler. L'une disperse son énergie, l'autre la concentre sur des leviers puissants. La différence se révèle avec le temps. Protéger son temps signifie aussi protéger son attention. L'attention est le canal par lequel le temps prend forme. Si l'attention est fragmentée, le temps devient inefficace. Les interruptions constantes, les sollicitations numériques, les engagements multiples dispersent l'énergie mentale. Or, la création de valeur réelle demande des périodes de concentration profonde. Sans cette profondeur, les années s'écoulent sans construction solide. Il faut également comprendre que la maîtrise du temps est liée à l'identité. Si l'on se définit uniquement par ce que l'on gagne aujourd'hui, on cherchera des solutions immédiates.
Si l'on se définit par ce que l'on construit pour demain, on acceptera des investissements invisibles. L'identité influence la patience, et la patience amplifie les résultats. Une vision à long terme transforme même la perception des échecs. Une erreur n'est plus une catastrophe définitive, mais une donnée à intégrer dans une trajectoire plus vaste. Sur 10 ans, quelques décisions imparfaites ne détruisent pas un parcours cohérent. Cette perspective réduit l'anxiété et renforce la persévérance. Beaucoup rêvent d'indépendance financière sans comprendre que celle-ci est d'abord une question de contrôle du temps. Être libre financièrement signifie souvent choisir comment organiser ses journées, avec qui collaborer, sur quel projet concentrer son énergie. Si l'on n'a jamais appris à structurer son temps avant d'avoir de l'argent seul ne créera pas cette liberté. La richesse durable est rarement le fruit d'un coup isolé. Elle résulte d'une accumulation patiente d'actions cohérentes. Cette accumulation repose sur la discipline quotidienne. Non pas une discipline rigide et austère, mais une discipline stratégique. Chaque jour devient une pierre posée dans une construction invisible. Avec les années, les effets cumulatifs deviennent visibles. Les compétences s'affinent, les réseaux se renforcent, la crédibilité augmente, les opportunités deviennent plus qualitatives. Ce que l'on appelait autrefois « chance » apparaît souvent comme la conséquence d'une décennie de cohérence. La maîtrise du temps demande également d'accepter la lenteur initiale. Les premières années d'un projet ambitieux peuvent sembler stagnantes. Les progrès sont subtils. Les résultats financiers ne reflètent pas encore l'effort fourni. C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils confondent lenteur et inefficacité. Pourtant, certaines fondations exigent du temps pour se solidifier. Penser sur 5 ou 10 ans oblige à hiérarchiser. Quels apprentissages seront encore pertinents dans une décennie? Quelles relations méritent d'être cultivées durablement? Quels projets ont un potentiel d'expansion réel? Ces questions orientent l'énergie vers des axes structurants. La différence entre chercher de l'argent et protéger son temps se manifeste aussi dans la gestion des engagements. Celui qui court après chaque gain potentiel multiplie les activités dispersées. Celui qui protège son temps concentre ses efforts sur quelques axes stratégiques. Moins d'action, mais plus profonde. Moins de dispersion, mais plus d'impact. Avec le temps, cette posture crée un effet de levier. Les résultats ne dépendent plus uniquement des heures travaillées, mais des systèmes construits. Les systèmes permettent au temps investi hier de produire encore des effets aujourd'hui. C'est ainsi que le temps, bien utilisé, devient un allié puissant. Ce chapitre rappelle que la richesse n'est pas d'abord une question de chiffres, mais d'orientation. Ceux qui comprennent la valeur du temps cessent de vendre leurs heures sans réflexion. Ils les investissent, ils les structurent, ils les protègent. À long terme, cette différence devient immense. Les années de dispersion produisent des regrets. Les années de cohérence produisent une expansion naturelle. L'argent peut fluctuer. Les marchés peuvent changer. Mais celui qui a appris à maîtriser son temps possède une ressource bien plus précieuse, la capacité de construire encore et encore avec clarté, patience et vision. L'ART de supporter l'inconfort. Il existe une vérité que peu de discours sur la réussite osent formuler clairement. La richesse n'est pas d'abord une question d'intelligence, de chance ou même d'opportunité. Elle est une tolérance supérieure à l'inconfort. Là où certains se retirent, d'autres restent. Là où certains cherchent un soulagement immédiat,
d'autres acceptent la tension provisoire. La différence ne se joue pas uniquement dans les compétences visibles, mais dans la capacité à supporter ce qui dérange, ce qui inquiète, ce qui fatigue l'esprit. L'inconfort est souvent perçu comme un signal d'alerte. On nous a appris à l'éviter, à le réduire, à rechercher la facilité. Pourtant, toute croissance réelle traverse une zone inconfortable. Apprendre une compétence complexe demande des heures d'efforts maladroits. Lancer un projet exige d'accepter l'exposition et la possibilité d'échec. Investir implique de tolérer l'incertitude. Celui qui veut avancer sans inconfort souhaite en réalité progresser sans transformation. Retarder la gratification est l'une des premières formes de résistance mentale. La gratification immédiate est séduisante parce qu'elle apaise rapidement. Elle offre une récompense tangible maintenant, même si elle compromet un bénéfice plus grand plus tard. Dépenser plutôt qu'investir. Se divertir plutôt que se former. Abandonner un effort exigeant pour un plaisir accessible. Ces choix semblent anodins sur le moment, mais répétés sur plusieurs années, ils façonnent une trajectoire. Retarder la gratification demande une vision claire. Il faut percevoir suffisamment nettement le futur pour accepter de renoncer à une satisfaction présente. Ce renoncement n'est pas une privation permanente, il est un déplacement stratégique. On échange un plaisir court contre une stabilité longue. On sacrifie un confort momentané pour une liberté durable. Cette capacité à différer la récompense est un indicateur puissant de maturité financière et émotionnelle. Supporter l'incertitude constitue une autre dimension essentielle. L'incertitude génère de l'anxiété parce qu'elle échappe au contrôle immédiat. Lorsque l'on investit du temps, de l'énergie ou de l'argent dans un projet, rien ne garantit le résultat exact. Même les plans les plus réfléchis comportent une part d'imprévisible. Beaucoup préfèrent la sécurité apparente d'un cadre limité plutôt que l'incertitude d'une expansion possible. Pourtant, toute création significative implique une zone d'ombre. L'entrepreneur ne sait pas avec certitude comment le marché réagira. L'investisseur ignore les fluctuations futures. L'artiste ne peut prédire l'accueil de son œuvre. Avancer malgré cette absence de garantie exige une stabilité intérieure. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques, mais de les évaluer lucidement sans se laisser paralyser. Investir sans garantie est peut-être l'acte le plus révélateur de cette résistance mentale. Investir signifie croire qu'un effort présent produira une valeur future, même si cette valeur n'est pas immédiatement visible. Cela peut concerner l'argent placé dans un projet, mais aussi le temps consacré à développer une compétence rare ou l'énergie investie dans la construction d'un réseau solide. Dans chaque cas, le résultat n'est pas instantané. Celui qui exige une certitude absolue avant d'agir restera souvent immobile. La vie ne fournit pas de garantie complète. Elle offre des probabilités, des tendances, des indications. La richesse durable appartient à ceux qui savent agir avec discernement malgré l'absence de certitude totale. Ils calculent, analysent, mais acceptent qu'une part de risque demeure inévitable. Continuer malgré le doute représente une autre facette cruciale de cette tolérance à l'inconfort. Le doute n'est pas un signe d'incompétence. Il est une réaction naturelle face à l'incertitude. Même les individus expérimentés traversent des périodes où la confiance vacille. La différence ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la manière d'y répondre. Certains interprètent le doute comme un signal d'arrêt définitif. D'autres le considèrent comme un phénomène temporaire à traverser.
La résistance mentale consiste à ne pas confondre une émotion passagère avec une vérité absolue. Un moment de fatigue ne signifie pas que le projet est inutile. Une difficulté ne prouve pas que la vision est erronée. La capacité à dissocier l'état émotionnel du jugement stratégique est fondamentale. L'inconfort peut également prendre la forme de critiques, d'échecs publics ou de résultats inférieurs aux attentes. Dans ces moments, la tentation de se replier est forte. Pourtant, chaque revers contient une information. Celui qui développe une résistance mentale apprend à analyser sans se dévaloriser. Il distingue l'erreur de son identité. Il ajuste sans abandonner. La richesse, sous cet angle, devient un effet secondaire de la constance face à l'inconfort. Les marchés fluctuent, les contextes évoluent, les obstacles surgissent. Celui qui maintient une discipline cohérente malgré ses variations accumule progressivement un avantage. Cette accumulation n'est pas spectaculaire au début. Elle se construit dans la répétition silencieuse d'actions alignées. Il est important de comprendre que supporter l'inconfort ne signifie pas rechercher la souffrance inutile. Il s'agit d'accepter les tensions inhérentes à la croissance. Il existe un inconfort destructeur, lié à des environnements toxiques ou à des choix incohérents. Mais il existe aussi un inconfort constructif, celui qui accompagne l'apprentissage, la prise de responsabilité, l'expansion des capacités. La résistance mentale se développe comme un muscle. Elle se renforce à travers des défis progressifs. Chaque fois que l'on choisit de rester concentré malgré la distraction, de poursuivre malgré la lenteur, d'investir malgré le risque calculé, on consolide cette capacité. Avec le temps, ce qui semblait insupportable devient gérable. Ce qui paraissait effrayant devient familier. Beaucoup abandonnent non parce que leur objectif est irréaliste, mais parce que la pression émotionnelle devient trop lourde. Ils cherchent un soulagement immédiat. Pourtant, la récompense durable appartient souvent à ceux qui traversent la zone inconfortable sans céder à l'impulsion de fuir. Cette endurance n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, presque invisible. L'ART de supporter. L'inconfort révèle que la véritable richesse se prépare dans des moments où rien ne semble encore assuré. Elle se forge lorsque l'on choisit la discipline plutôt que l'impulsion, la vision plutôt que l'émotion du moment, la stratégie plutôt que la peur. À long terme, cette tolérance supérieure à l'inconfort crée un écart immense. Celui qui fuit constamment les tensions reste dans des cycles courts. Celui qui accepte les phases difficiles construit des cycles longs. La différence entre ces deux trajectoires devient évidente avec les années. Supporter l'incertitude, retarder la gratification, investir sans garantie, continuer malgré le doute, ces attitudes ne garantissent pas un succès instantané, mais elles augmentent considérablement la probabilité d'une réussite durable. Elles transforment l'individu avant même que les résultats extérieurs ne changent. Et peut-être est-ce là la clé la plus profonde. La richesse matérielle suit souvent la richesse mentale. Lorsque l'esprit devient capable de contenir l'inconfort sans se briser, il devient également capable de contenir l'abondance sans se disperser. La résistance mentale n'est pas seulement un outil pour survivre aux épreuves. Elle est la structure invisible qui permet de soutenir une expansion future sans perdre l'équilibre. L'énergie personnelle comme capital invisible. Dans le domaine de la réussite, il existe un principe fondamental que très peu de discours classiques soulignent. Avant l'argent, avant le réseau, avant les connaissances techniques, il y a l'énergie personnelle. Cette énergie est un capital invisible, silencieux,
mais plus déterminant que tout autre facteur mesurable. Elle conditionne la capacité à agir, à décider, à persévérer et à créer. Celui qui gaspille son énergie dans des habitudes destructrices ou des dispersions inutiles se prive de l'instrument le plus puissant pour transformer sa vie. Pourtant, paradoxalement, c'est un capital que chacun possède et peut gérer consciemment. Le sommeil constitue la première réserve de ce capital invisible. Beaucoup sous-estiment l'importance de la qualité et de la régularité du sommeil. Dormir peu ou mal ne signifie pas simplement ressentir de la fatigue. Cela altère profondément la clarté mentale, la capacité de décision et la résistance aux distractions. Chaque nuit volée ou perturbée est un retrait silencieux sur ce capital. À l'inverse, un sommeil réparateur alimente la créativité, la concentration et la patience. La richesse durable ne peut se construire sur un esprit épuisé. Ce n'est pas un luxe, c'est un investissement fondamental dans le potentiel personnel. La clarté mentale découle directement de ce capital. Un esprit encombré, saturé d'informations inutiles, de préoccupations superficielles ou d'émotions mal gérées, devient incapable de prioriser. L'énergie mentale dispersée crée une illusion d'activité, mais elle ne produit rien de durable. Savoir structurer ses pensées, filtrer ce qui est essentiel et éliminer le bruit intérieur transforme cette énergie en force productive. La clarté mentale agit comme un levier invisible. Elle démultiplie chaque action et chaque décision. Même de petites initiatives deviennent efficaces lorsqu'elles sont guidées par un esprit clair. La discipline corporelle représente un autre pilier. L'énergie physique et mentale est indissociable. Un corps fatigué, mal nourri ou mal entretenu limite la capacité à investir son esprit dans des tâches complexes et durables. L'exercice régulier, l'alimentation adaptée, la gestion de la fatigue et le respect des cycles naturels deviennent des stratégies invisibles de capitalisation. Chaque effort corporel cohérent alimente l'esprit, renforce la résilience et augmente la capacité à soutenir des efforts prolongés. Celui qui néglige ce pilier court le risque de voir son énergie personnelle s'épuiser avant que ses ambitions ne se concrétisent. L'environnement joue un rôle crucial dans la protection de ce capital invisible. Un espace désorganisé, bruyant ou stressant consomme une quantité disproportionnée d'énergie mentale. À l'inverse, un environnement épuré, calme et structuré préserve l'attention et la concentration. L'énergie n'est pas seulement un état interne, elle interagit constamment avec le monde extérieur. Chaque distraction, chaque conflit, chaque tension absorbe un fragment de cette ressource précieuse. Gérer son environnement, c'est donc protéger et amplifier ce capital. Les relations humaines influencent également l'énergie personnelle. Les interactions toxiques, les critiques incessantes, les personnes drainantes consomment de manière invisible la vitalité et la clarté intérieure. L'esprit d'un individu peut être détourné par des conflits, des émotions négatives ou des jugements destructeurs. En revanche, des relations alignées, constructives, stimulantes, multiplient l'énergie disponible. S'entourer de personnes qui respectent et amplifient ce capital invisible est une stratégie rare mais décisive pour construire sur le long terme. L'attention portée à ces aspects transforme la perception de la richesse. L'argent et le statut deviennent secondaires par rapport à la capacité réelle de générer, créer et persévérer. Un esprit épuisé, même doté de talent ou de connaissances, ne produit rien de durable. L'énergie personnelle agit comme un sol fertile. Il peut nourrir les plus grandes ambitions,
mais s'il est négligé, même le meilleur projet se flétrira. Cette perspective exige de réévaluer les priorités quotidiennes. Il ne s'agit pas d'augmenter les heures de travail, mais de protéger et d'investir son capital invisible. Chaque décision, chaque habitude, chaque moment de repos ou de récupération devient un levier stratégique. Savoir dire non aux activités qui drainent l'énergie, savoir se retirer pour récupérer, savoir organiser sa journée autour de son niveau optimal d'attention, voilà le véritable art de l'investissement invisible. Ce chapitre enseigne que la richesse matérielle est toujours corrélée à la qualité de ce capital silencieux. Les grandes réalisations, les innovations, les projets de long terme naissent dans un esprit qui possède et gère consciemment son énergie. L'argent peut fluctuer, les contextes peuvent changer, mais un individu capable de préserver et d'augmenter son capital invisible possède la force d'agir encore et encore. C'est la différence entre vivre dans la précipitation et créer avec constance, entre être esclave de la fatigue et maître de sa capacité de production durable. Chaque nuit bien dormie, chaque pensée clarifiée, chaque corps entretenu, chaque environnement choisi avec soin, chaque relation constructive contribue à cet actif invisible. L'énergie personnelle est ainsi la base sur laquelle tout se construit. Qui la protège, multiplie sa capacité à transformer des idées en réalité et fait de la richesse un effet secondaire naturel d'une vie pleinement alignée. Le silence stratégique. Dans le monde de la création de richesses et de la transformation personnelle, il existe une dimension rarement comprise et encore moins pratiquée, le silence stratégique. Contrairement aux idées populaires qui valorisent l'exposition constante, le partage permanent et la publicité de chaque réussite, les vrais constructeurs avancent dans la discrétion. Ils parlent peu, observent beaucoup et agissent de manière consciente avant de révéler quoi que ce soit. Ce silence n'est pas simplement une absence de parole. Il s'agit d'une posture élitiste, presque initiatique, qui préserve la puissance intérieure et protège la trajectoire de ceux qui osent construire des projets ambitieux dans un monde souvent distrait et envieux. Ne pas annoncer ses plans est la première manifestation de ce silence stratégique. Lorsque l'on dévoile chaque idée, chaque objectif, on crée des obligations sociales invisibles. Les conseils, critiques et jugements des autres viennent influencer l'esprit, parfois de manière insidieuse. De plus, exposer prématurément un projet peut éveiller l'envie, la compétition ou même la sabotage involontaire. En silence, l'esprit reste libre de concentrer son énergie sur la réalisation plutôt que sur la justification. Chaque mot prononcé est une énergie dispersée. Chaque plan gardé pour soi est un levier préservé. Le silence stratégique protège ainsi le capital invisible de l'attention, un des actifs les plus précieux pour bâtir durablement. Construire avant d'exposer devient alors une règle fondamentale. Les véritables avancées ne dépendent pas de l'approbation immédiate de l'entourage, mais de la cohérence et de la constance dans l'action. Un projet achevé avant d'être annoncé possède une solidité intrinsèque. Il devient tangible, mesurable, prêt à supporter le regard critique du monde extérieur. À l'inverse, annoncer un projet avant de l'avoir construit crée une illusion de progrès et peut engendrer frustration et démotivation si les résultats ne suivent pas immédiatement. Dans ce contexte, le silence n'est pas passivité. Il est stratégie, anticipation et protection. Éviter le besoin d'approbation est un autre axe central.
La plupart des individus recherchent instinctivement la reconnaissance, la validation sociale, le regard approbateur de leur pairs. Or, cette recherche d'approbation dissipe l'énergie, ralentit les décisions et oriente les actions vers ce qui plaît plutôt que ce qui produit réellement de la valeur. Le silence stratégique permet de se détacher de cette dynamique. Il offre l'espace nécessaire pour agir selon ses propres critères, selon sa vision et non celle des autres. La liberté de construire sans être freiné par l'opinion extérieure est un privilège rare, réservé à ceux qui comprennent la valeur du non-dit et de l'autonomie intérieure. La protection des projets est également indissociable du silence stratégique. Les idées sont fragiles avant d'être matérialisées. Une vision exposée trop tôt peut être copiée, critiquée ou même sabotée. En gardant le silence, l'individu conserve un avantage compétitif, un espace de manœuvre et la possibilité de rectifier le tir avant que le monde extérieur n'intervienne. La discrétion n'est pas seulement prudence, elle est création consciente et sécurité invisible pour l'énergie investie. Le silence stratégique confère une dimension initiatique à la construction personnelle. Ceux qui parlent peu et construisent beaucoup incarnent une rareté précieuse. Ils deviennent des figures de référence non parce qu'ils se mettent en avant, mais parce que la valeur de leurs résultats se fait sentir avec force lorsqu'ils sont révélés. Ce mode de fonctionnement transforme l'action en un art, où chaque geste, chaque choix et chaque investissement énergétique est protégé et orienté vers l'impact maximal. Apprendre à rester silencieux demande discipline et maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'un mutisme artificiel ou d'une réclusion sociale, mais d'une stratégie consciente de préservation de l'énergie, de la concentration et de la vision. Chaque fois que l'on choisit de ne pas répondre à une critique inutile, de ne pas partager un projet prématuré ou de ne pas chercher la validation immédiate, on renforce cette posture stratégique. Elle devient une seconde nature, un cadre invisible mais puissant qui structure l'action sur le long terme. Le silence stratégique montre que le véritable pouvoir de création réside souvent dans ce qui n'est pas dit. Les mots prononcés peuvent être facilement éphémères. Les actions silencieuses construisent durablement. Ceux qui maîtrisent le silence stratégique possèdent un capital invisible que la majorité ignore. La liberté intérieure, l'énergie préservée et la possibilité de construire sans interférence extérieure. La richesse, qu'elle soit financière, personnelle ou intellectuelle, suit ceux qui savent agir dans l'ombre avec patience, constance et clarté. Le silence stratégique est donc plus qu'une technique, c'est une posture d'élite. Elle exige courage et discipline, mais elle multiplie la force de chaque action. Ceux qui la pratiquent ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à créer. Et la création silencieuse, protégée et cohérente est celle qui transforme véritablement le monde. Elle transforme d'abord celui qui agit. Elle est le passage vers une maîtrise presque initiatique où le pouvoir de réaliser devient supérieur à tout bruit extérieur et où chaque projet atteint sa forme la plus pure et la plus durable. La patience intelligente. Dans un monde obsédé par la rapidité, où chaque instant semble devoir produire un résultat visible, la patience est devenue un art presque oublié. Pourtant, il existe une patience rare, profonde, que l'on pourrait qualifier d'intelligente, et qui ne consiste pas à rester passif en attendant que les circonstances changent. Elle est active, consciente, calculée. Elle exige de l'esprit une maîtrise intérieure, de l'attention et une capacité à voir le long terme, là où les autres ne voient
que l'instantané. La patience intelligente est une arme invisible, capable de multiplier la puissance de chaque action, de transformer le temps en allié et d'ouvrir des horizons que la précipitation ne pourrait jamais atteindre. Attendre ne signifie pas renoncer ou rester immobile. Les hommes qui réussissent sur le long terme savent que l'accélération aveugle conduit souvent à la dispersion et à l'épuisement. Ils comprennent que chaque mouvement précipité peut coûter plus cher que l'inaction temporaire. La patience intelligente consiste à se placer dans un état d'observation, à analyser, à réfléchir et à se préparer. Elle permet de détecter les opportunités véritables et d'éviter les pièges qui se présentent à ceux qui agissent dans l'urgence. La lenteur maîtrisée est ainsi un levier de puissance, invisible mais redoutable. Observer est la première dimension de cette patience. Les événements se déroulent selon leur propre rythme et l'anticipation aveugle conduit souvent à des erreurs. Observer implique d'accumuler de l'information, de comprendre les tendances et de discerner les signes subtils que beaucoup ignorent. Dans le silence de l'observation, l'esprit développe une clarté stratégique, capable de transformer des instants anodins en moments décisifs. L'observation attentive devient alors un capital invisible, précieux et rare, qui prépare à l'action efficace. Apprendre constitue la seconde dimension. La patience intelligente ne se limite pas à attendre que les conditions soient parfaites. Elle consiste à enrichir constamment ses connaissances et ses compétences. Chaque instant d'apprentissage est une accumulation silencieuse, presque invisible, mais qui se révélera indispensable au moment opportun. La précipitation empêche d'intégrer pleinement les leçons, alors que la patience permet de transformer l'expérience en savoir véritable. Les individus patients construisent ainsi un socle solide, invisible pour le monde extérieur, mais déterminant pour leur succès futur. Se préparer est la troisième dimension. L'homme impatient saute souvent sans filet, espérant que les circonstances se plieront à ses désirs. La patience intelligente prépare le terrain avec soin. Elle anticipe les obstacles, ajuste les stratégies et crée les conditions pour que chaque action soit optimisée. Cette préparation silencieuse demande du temps, de l'énergie et de la discipline, mais elle réduit les risques et augmente l'efficacité de l'action lorsque le moment est venu. Elle transforme l'attente en une période productive, riche de potentiel latent. Accumuler discrètement est la quatrième dimension. Ceux qui pratiquent la patience intelligente savent que la force se construit souvent à l'ombre. Chaque effort, chaque compétence acquise, chaque relation cultivée discrètement se combine pour créer une puissance silencieuse. Le monde célèbre souvent les exploits visibles, mais ignore la valeur de ce qui se construit dans l'ombre. La véritable avance se gagne discrètement, dans la constance et la répétition silencieuse, jusqu'au moment où la transformation devient irréversible. La patience intelligente agit comme un amplificateur du temps. Chaque action devient plus efficace, chaque décision mieux calibrée, chaque opportunité plus exploitable. Elle permet de ne pas se laisser emporter par les modes, les pressions sociales ou l'urgence perçue. Elle transforme le temps en un allié stratégique plutôt qu'en un juge implacable. Celui qui maîtrise cette patience ne subit pas le flux des événements. Il s'inscrit dans un rythme supérieur, capable de produire un impact durable. La patience intelligente révèle que la réussite sur le long terme n'est jamais le fruit du hasard ou de l'impulsivité. Elle résulte d'un équilibre subtil entre observation, apprentissage, préparation
et accumulation silencieuse. La patience intelligente n'est pas l'inaction. Elle est action mesurée, vision et discipline intérieure. Elle permet de traverser les périodes de doute, d'attendre les moments favorables et d'optimiser chaque effort. Ceux qui comprennent et pratiquent ce principe disposent d'une arme rare et précieuse, capable de transformer le temps en un allié fidèle et de créer des résultats que l'impatience ne pourrait jamais générer. L'art de la patience intelligente transforme la vie de ceux qui la cultivent. Il leur permet de naviguer dans un monde rapide et bruyant, avec calme et discernement. Il enseigne que le temps, correctement maîtrisé, devient un multiplicateur de puissance, un levier invisible capable de transformer la constance en réussite durable et la discipline silencieuse en création visible. Celui qui sait attendre intelligemment agit toujours avec force et précision, et chaque moment patient devient une pierre solide dans l'édifice de sa réussite. Devenir riche dans l'esprit avant le compte bancaire. Dans la quête de l'abondance, une vérité essentielle mais peu enseignée demeure. La richesse extérieure n'est jamais qu'un miroir de la richesse intérieure. Les comptes en banque gonflés, les possessions visibles et les titres prestigieux ne reflètent réellement que l'état de l'esprit de celui qui les détient. Celui qui ignore cette loi fondamentale peut accumuler des fortunes considérables et pourtant se retrouver prisonnier de l'anxiété, de l'insatisfaction et de la dépendance aux circonstances extérieures. La véritable richesse commence dans l'esprit, dans la maîtrise de soi, la clarté de la vision et la capacité à générer de la valeur de manière constante et durable. Comprendre ce principe rare transforme non seulement la manière de percevoir l'argent, mais également la manière de vivre et de créer. La confiance calme constitue le premier pilier de cette richesse intérieure. Il ne s'agit pas d'un excès d'assurance ou d'arrogance, mais d'une certitude profonde dans sa capacité à agir avec discernement et constance. La confiance calme est silencieuse et stable. Elle ne fluctue pas au gré des résultats immédiats ou des opinions extérieures. Un esprit riche intérieurement sait que les revers ne sont que des signaux à observer et à comprendre, jamais des verdicts définitifs sur sa valeur ou son potentiel. Cette assurance tranquille permet de naviguer dans l'incertitude avec lucidité, sans précipitation ni panique, et de transformer les obstacles en occasions d'apprentissage et d'expansion. La vision claire est le second pilier. Un esprit riche voit loin et distingue ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. La clarté de la vision guide chaque décision, chaque effort et chaque investissement d'énergie. Sans cette vision, même la richesse matérielle peut devenir chaotique et fragile, dispersée dans des projets sans cohérence ou des achats impulsifs. La capacité à projeter ses actions dans un horizon de 5, 10 ou 20 ans transforme chaque micro-décision en un pas vers une construction cohérente et durable. Cette vision, rare et profonde, est le socle sur lequel la richesse extérieure finit par s'aligner. La maîtrise émotionnelle constitue un troisième pilier. L'argent, par nature, excite, inquiète et tente de détourner l'attention. Un esprit non préparé peut se laisser remporter par la peur, la jalousie ou l'avidité et ainsi transformer l'abondance en source de stress et de conflit. Cultiver la maîtrise émotionnelle, c'est apprendre à ne pas confondre les fluctuations extérieures avec l'état intérieur. C'est rester calme face aux gains comme face aux pertes et conserver une perception juste de la valeur réelle des choses. Cette stabilité intérieure permet de prendre des décisions éclairées et de conserver un capital invisible, la paix mentale,
que l'argent seul ne peut jamais acheter. La capacité à créer de la valeur est le dernier pilier de cette richesse intérieure. L'argent n'est qu'une conséquence, un indicateur de l'utilité et de la valeur apportée aux autres. Celui qui comprend ce principe rare concentre son énergie sur la production de valeurs tangibles, sur la résolution de problèmes et sur la construction de systèmes durables. Cette capacité à transformer le savoir, les compétences et l'attention en impact concret constitue la véritable source de l'abondance. Elle protège contre l'illusion de richesse facile et enseigne que ce qui ne produit pas de valeur réelle est éphémère et fragile. Devenir riche dans l'esprit souligne que la richesse extérieure, même si elle paraît désirable et tangible, ne peut être pérenne sans une fondation intérieure solide. Chaque euro, chaque titre ou chaque possession devient un instrument puissant seulement lorsque l'esprit qui les détient est riche en discipline, en clarté, en maîtrise émotionnelle et en capacité à créer de la valeur. À l'inverse, sans cette richesse intérieure, l'argent devient un poids, un catalyseur d'anxiété et de dépendance. Cette approche rare transforme la manière de concevoir la réussite. La patience, le silence stratégique, l'accumulation discrète et la tolérance à l'inconfort, enseignés dans les chapitres précédents, trouvent ici leur justification ultime. Préparer un esprit capable de recevoir, gérer et multiplier l'abondance matérielle sans se laisser envahir par elle. Celui qui est riche intérieurement n'attend pas que l'argent le définisse ou le sécurise. Il agit avec constance et sérénité, sachant que chaque action alignée avec ses principes construit une richesse durable et profonde. Si l'on ne devient pas d'abord riche intérieurement, l'argent, même abondant, deviendra un problème. Il exigera une vigilance constante, provoquera de la peur et de la dépendance et dispersera l'énergie au lieu de la concentrer. La richesse intérieure protège, structure et amplifie la puissance de chaque opportunité matérielle. Elle transforme l'argent d'un simple symbole en instrument de création, de liberté et d'impact. La leçon finale, rare et profonde, est que l'abondance réelle commence dans l'esprit et que tout le reste n'est qu'un reflet de cette maîtrise silencieuse mais puissante. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré la véritable nature de la richesse, celle qui dépasse le simple compte en banque et les possessions visibles. La richesse ne se mesure pas aux chiffres, aux titres ou aux biens matériels. Elle se mesure à l'état d'esprit, à la solidité intérieure et à la capacité à créer de la valeur durablement. L'homme moderne est souvent prisonnier d'une illusion, courir après l'argent comme si sa possession immédiate garantissait la liberté et le bonheur. Mais ce livre a montré une vérité rare et profonde. La richesse commence par l'alignement de l'esprit, la maîtrise de soi, la patience intelligente, le silence stratégique et la capacité à transformer chaque micro-action en capital invisible. Fermer le cercle, c'est comprendre que l'on ne poursuit plus l'argent pour lui-même. Chaque décision, chaque habitude, chaque effort est orienté vers la construction d'un homme capable de générer, attirer et gérer l'abondance. L'homme qui devient riche intérieurement ne subit plus la précipitation, l'illusion des gains rapides ou les distractions superficielles. Il comprend que l'argent, lorsqu'il arrive, n'est qu'un reflet de sa valeur, de sa discipline et de sa vision. Il ne cède plus aux sirènes du monde extérieur, mais suit un chemin silencieux, construit dans l'ombre, solide et irréversible. La richesse intérieure transforme également la perception de la vie. Chaque défi devient un apprentissage, chaque obstacle
une opportunité de renforcer sa constance et sa clarté. L'inconfort n'est plus un ennemi, mais un maître silencieux qui forge la résilience. Le temps cesse d'être un juge cruel et devient un allié dans l'accumulation discrète d'expériences, de compétences et d'énergie personnelle. Les projets prennent forme dans la patience et la préparation, loin du tumulte des regards et des jugements, et se révèlent lorsque le moment est parfait. Cette approche élève l'homme au-dessus de la précipitation et de l'illusion des résultats immédiats, lui permettant de devenir maître de sa destinée. Le chemin de la richesse comme état d'être est irréversible parce qu'il transforme la personne avant tout. L'homme qui a construit son esprit, protégé son énergie, développé sa vision et cultivé sa discipline devient digne de porter l'abondance. L'argent et les possessions ne sont plus des buts, mais des effets secondaires naturels, fruits d'un état intérieur solide, cohérent et aligné avec sa véritable valeur. Celui qui suit cette voie ne craint plus la rareté ni l'échec, car il sait que sa richesse ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de sa constance et de sa maîtrise. La leçon finale est claire et rare. La richesse n'est pas un objectif à poursuivre de manière frénétique. Elle est le reflet d'un état d'être, la conséquence d'un esprit discipliné, patient et aligné. Chaque action, pensée et habitude contribuent à construire cet état intérieur. Lorsque cet homme est prêt, l'argent et l'abondance matérielle viennent naturellement, sans effort désespéré, comme une conséquence logique de sa dignité et de sa préparation silencieuse. La phrase qui résume ce chemin profond et rare, signature de cette approche, est la suivante. La richesse n'arrive pas quand tu la désires. Elle arrive quand tu es devenu digne de la porter. C'est dans cet état d'être irréversible que l'homme trouve la véritable liberté, celle qui transcende les fluctuations extérieures et transforme sa vie en une œuvre durable, puissante et profondément alignée avec son potentiel réel.